Merci pour cette introduction. J'ai une vingtaine de minutes maintenant pour vous présenter les enjeux du Digital Factory parfaitement intégré qui va avoir pour but vraiment de pousser l'innovation, de la porter en cette période où elle est on ne peut plus critique. Pour commencer, une donnée IDC issue de nos projections que nous menons chaque année, qui exprime que d'ici 2023, donc dans 2 ans, on a un quart des grandes entreprises européennes, donc les plus grosses sociétés, notamment les sociétés cotées, qui seront productrices de software pour se transformer et maintenir leur leadership marché. Les raisons pour lesquelles toutes ces sociétés se tournent vers un nouveau business model, je vais y revenir dans quelques instants. Mais voilà, c'est vraiment une manière de changer de paradigme pour des sociétés qui sont parfois un petit peu plus traditionnelles dans l'industrie, qui demain vont aller pousser de nouvelles solutions software, soit pour leur usage interne, soit carrément pour pouvoir le commercialiser en externe, et du coup que ça puisse apporter de nouvelles sources de revenus. Je le disais, il y a plusieurs raisons qui vont amener ces entreprises à ouvrir une Digital Factory, un lab d'innovation, enfin peu importe le nom qui est donné. J'en ai relevé 4 ici principales. Je vais essayer à chaque fois de vous donner un exemple afin que ce soit un petit peu plus parlant. La première motivation, ça va être de maintenir sa compétitivité. Ici, j'ai pris l'exemple de Volkswagen. Pour être honnête, j'aurais pu prendre l'exemple de quasiment toutes les sociétés automobiles actuelles, enfin sociétés plus traditionnelles, plus historiques, puisque c'est un marché, vous le savez, qui est bousculé. Donc, sans aller jusqu'aux voitures de demain autonomes, à hydrogène, voire d'aujourd'hui électriques, hybrides, il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans l'automobile, dans l'expérience client, qui est que un consommateur, un usager d'automobile va être moins maintenant orienté vers une partie purement mécanique, à part pour certains passionnés, mais globalement, ce qui va pouvoir faire la différence maintenant dans une voiture, ça va être vraiment toute la connectivité, tous les services qui vont y être apportés, que ce soit en termes de maintenance prédictive, d'usage, voilà, un peu de pouvoir pousser un petit peu son smartphone sur son tableau de bord. Et c'est vrai que c'est un paradigme que toutes les sociétés automobiles ont été forcées de prendre, alors plus ou moins rapidement. Volkswagen a été assez prépondérant sur le sujet, c'est pour ça que j'en parle ici, mais encore une fois, ça va être le cas pour toutes les sociétés dans ce secteur qui vont devoir se poser toutes les questions de est-ce que je vais aller chercher un environnement déjà ouvert type Android, est-ce que je dois créer ma propre plateforme, est-ce que je m'appuie sur des ressources internes, externes, enfin voilà, il y a une vraie réflexion, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que si on veut rester compétitif dans ce marché qu'est l'automobile aujourd'hui, pousser l'innovation, s'appuyer sur des métiers qui n'étaient pas forcément le cœur du business, le cœur du réacteur hier, on était encore une fois plutôt sur les mécaniques, aujourd'hui plutôt sur du développement, ça va être quelque chose de prépondérant. Un autre aspect qui va vraiment pousser cette création de lab et de factory, ça va être, j'ai pris l'exemple ici, cette société Aviva, qui a une démarche assez singulière dans le sens où elle a créé un lab d'innovation en recrutant une multitude de métiers, donc plutôt, encore une fois, tournés autour du développement, mais pas que, aussi des coordinateurs autour de l'innovation, en se disant, voilà, créer de l'innovation. Ne cherchez pas forcément des choses qui sont liées à notre métier premier, mais voilà, proposer, essayer d'inventer des choses. En tout cas, on vous met en capacité financière, organisationnelle, et on vous donne les outils pour ce faire, pour ensuite voir un petit peu dans quelle manière on peut aller orchestrer toutes les innovations qui sont créées avec le cœur de métier d'Aviva, voilà, ou pourquoi pas étendre à de nouvelles poches de business, encore une fois, pourquoi pas commercialiser en externe si vraiment la solution n'a pas d'impact à court ou moyen terme en interne, mais voilà, c'est une démarche aussi purement d'innovation, de se dire, je ne sais pas à quoi va ressembler le monde de demain, encore moins en ce moment, donc autant essayer d'avoir un maximum d'outils dans mes mains pour ce faire. Autre exemple, ça va être de monétiser ses applications. Donc là, j'ai pris l'exemple d'Adidas. J'aurais pu prendre l'exemple de Cdiscount, par exemple, qui est en train en ce moment de commercialiser une plateforme la plateforme qu'elle a vraiment utilisée, elle, pour sa partie marketplace. Elle a décidé de la commercialiser. C'était le cas également pour Adidas, avec notamment toutes les données de la partie Runtastic, l'application de running qu'elle avait rachetée. Et là, ici, ce qui est important, ça va être de se dire, voilà, moi, en tant que fabricant ou revendeur, peu importe, j'ai un cœur de business historique, évidemment, mais sans forcément aller chercher très loin, j'ai en interne de la donnée qui est dormante, des applications que j'utilise peut-être qu'à 20% de leur potentiel, donc autant les utiliser au maximum de leur potentiel et autant commercialiser ce que je peux en faire avec, puisque ça va encore une fois me permettre d'être plus résilient dans des phases un petit peu tumultueuses. Et à terme, ça peut aussi me permettre de basculer un peu mon business model, d'être moins dépendant d'un seul appareil. Donc voilà, la troisième motivation à vraiment créer une digital factory ou un lab d'innovation. Et la dernière, donc le terme en anglais était de rethink l'ingénierie. Bon, j'ai mis repenser, c'est un petit peu prétentieux, mais
voilà, encore une fois, là, on va dans une démarche d'innovation, de vouloir aller plus loin. Bon, sauf que là, l'exemple d'Airbus avec l'entité Skywise, c'était vraiment très lié à son cœur de business. Et le but de la plateforme Skywise, ça va être vraiment d'agréger toutes les données qui vont être liées à l'aéronautique, notamment l'aviation civile principalement, euh, et de pouvoir proposer autant en amont à ses prestataires, ses fournisseurs, qu'en aval aux compagnies, aux aéroports, de vraiment repenser la manière dont tout ce monde-là peut travailler ensemble. Et c'est intéressant cette démarche d'Airbus de se dire demain je ne serai plus uniquement qu'un assembleur technique d'avion, mais je vais également être un assembleur, en tout cas un agrégateur, un rassembleur de toutes les données, de toutes les parties prenantes de ce secteur qu'est l'aviation civile, qui est encore une fois très perturbant en ce moment. Et c'est vrai que voilà, on voit dans ces phases-là la résilience que peut avoir l'entité Skywise. Ça va être un vrai porteur pour cet assembleur européen qui est Airbus. Les projets que je vous ai illustrés juste précédemment, ils ont 4 points communs qui vont être très liés à la technologie, mais qui vont être aussi beaucoup liés à une manière de penser. Le premier point, ça va être d'être open. Donc là, ce que j'entends ici, donc il va y avoir cette partie data, données, de pouvoir ouvrir à son écosystème, parfois à sa concurrence, des données pour pouvoir, in fine, mieux travailler ensemble et surtout mieux travailler de son côté. Mais ça va être aussi une partie voilà, culturelle, d'accepter d'ouvrir des données qui auparavant ne pouvaient pas être critiques, mais qui demain doivent pouvoir amener de la valeur. Le deuxième point, c'est que ça va être des sociétés qui à la base sont pas forcément cloud native et qui là vont devoir penser cloud native en premier, donc c'est-à-dire vraiment pouvoir s'appuyer sur toute la scalabilité, toute la puissance du cloud. La troisième partie, ça va être la partie automatisation, ça va être un des gros sujets de la matinée. Comment est-ce que j'industrialise, comment est-ce que j'automatise tous les réflexes que je vais avoir par rapport à l'innovation pour aller plus vite dans ma mise sur marché. Et mon dernier point commun, ça va être évidemment la valeur ajoutée. Le but de toutes ces initiatives, évidemment, c'est d'avoir la valeur ajoutée. Là où certaines sociétés iront plus loin que d'autres, c'est que la valeur ajoutée, elle ne sera pas forcément là où on l'a imaginé en premier. Donc, pourquoi pas faire la démarche de créer en se disant peut-être la valeur ajoutée arrivera à moyen terme et peut-être encore une fois ce sera pas en interne, ce sera peut-être en externe, ce sera peut-être pour aller faciliter des processus que j'ai en interne. Donc voilà, trouver de la valeur ajoutée où elle est et pas forcément réfléchir éléments purement financiers dans un premier temps, surtout lorsqu'on a la capacité d'innover sur du long terme. Les enjeux que je viens d'illustrer, il y a deux parties prépondérantes. Jérôme en a déjà parlé, on va y revenir au cours de la matinée, vraiment en deux temps. Il y a des enjeux technologiques et des enjeux managériaux. En septembre 2020, on a interrogé les entreprises pour savoir où est-ce que étaient les améliorations urgentes, où est-ce que étaient vraiment les points critiques, les pain points actuels, sur tout ce qui était développement applicatif. Et on retrouve ces deux pans. Sur la partie gauche de l'écran, vous pouvez voir la partie technologique. On va avoir une vraie amélioration attendue sur les tests de sécurité et sur les processus et la gouvernance DevOps. C'est notamment dans cette démarche-là que le poste, par exemple, de SRE a été créé, qui commence à se développer dans pas mal de structures, donc surtout sur des startups ou des scale-up, mais qui vont permettre d'avoir un fil rouge sur le développement applicatif, tous ces tests de sécurité, cette gouvernance DevOps qui va s'appliquer, et encore une fois, ça permettra d'aller plus vite lorsqu'il faudra mettre en route les applications qui ont été développées. La deuxième partie, sur la droite, ça va être cette fois la partie managériale, où on va avoir un vrai enjeu de formation, de reskilling. J'ai pas trouvé de traduction vraiment adéquate, mais voilà, l'idée est là de vraiment reformer ses collaborateurs sur la partie technologique notamment. On estime que ça sera quand même plus rapide d'avoir des collaborateurs qui sont déjà en interne, qui connaissent l'industrie, l'organisation, les rouages, les produits, qu'il faudra reformer à l'usage de produits technologiques pour voilà, s'en servir au quotidien, voire les commercialiser. Et également cette partie redesign de l'organisation où on va plus forcément être avec la Digital Factory, avec cette innovation dans une démarche descendante où l'idée vient du top management et vient descendre jusqu'au niveau des différents métiers, mais ça arrivera bien par le côté, quelque part, de l'organigramme. Et ça viendra toucher soit toute l'organisation d'un coup, soit certains pour l'organisation, soit certains départements, soit certains niveaux hiérarchiques. Donc voilà, ça demande pour le coup la vraie agilité, mais dans le sens ne pas se fermer, ne pas être rebuté lorsqu'une innovation arrive. Et une des difficultés justement là-dessus, ça vient sur des divergences. Alors ici, le point, c'est pas de dire que l'IT et les métiers ne travaillent pas bien ensemble, mais c'est de dire, évidemment, il y a des priorisations qui sont différentes. Donc il va falloir travailler intelligemment. Ici, j'ai pris 3 points sur lesquels on est sur des priorités très fortes côté IT, côté DSI, innovation, et on est sur des priorités qui sont un petit peu tout en bas de la pile de la to-do list pour les métiers. Donc tous les programmes, par exemple, qui sont liés à la data,
pour pouvoir des insights business. Aujourd'hui, dans la plupart des sociétés, c'est encore un sujet très IT, à savoir il y a beaucoup de data, comment est-ce que je l'agrège, comment est-ce que je la redonne au métier. Mais c'est vrai que plus vite on intègre les métiers à ce processus-là, même si pour eux ça va être secondaire, plus le moment viendra où ces insights leur serviront au quotidien et ça ira beaucoup plus vite parce que ils auront déjà participé à la réflexion, ils sauront vraiment à quoi ça sert et ils sauront servir de la plateforme si lieu est. La deuxième partie, ça va être l'infrastructure. On va être sur un sujet purement IT aussi, mais évidemment, les métiers auront un rôle à avoir là-dessus pour dire aussi quelle application on peut migrer, de quel document on a besoin, quels processus peuvent être automatisés rapidement. Et la capacité de développement software, ça va être la même chose, une problématique plutôt IT, mais qui demain servira les métiers. Mais par contre, il y a un point qui est commun à ces deux entités que sont l'IT et les métiers, ça va être l'expérience client. Donc, gardez en tête que tout ce qui va être mis en place en termes d'innovation doit servir à la fin l'expérience client, soit en proposant de nouvelles offres, soit en facilitant les processus, soit en facilitant le quotidien des collaborateurs et donc, in fine, le quotidien des clients, des consommateurs de l'entreprise. Donc voilà, c'est vrai que plus vite on fait travailler en musique ces différents départements, en tout cas en les intégrant à la réflexion, plus vite la suite viendra. On a tenté quelques approches, on tente encore quelques approches pour ce faire. Donc les plus connues, ça va être autour du design thinking, s'appuyer sur ce que font les startups, travailler sur des customer journey, enfin vraiment faire des mappings un petit peu dans tous les sens. C'est des éléments qui sont extrêmement intéressants. Le problème aujourd'hui qu'on va rencontrer, c'est que souvent, ça va être des pratiques qui vont être un petit peu saupoudrées dans l'organisation et donc qui vont aller toucher encore une fois certains départements, mais pas d'autres. Et ce qui fait que lorsque l'innovation, en fait, on se dit, en fait, ce produit-là, il va pas forcément parler au marketing, mais plutôt au sales. On doit recommencer tout le travail avec les sales. Donc c'est vrai qu'on va avoir besoin de changer profondément la culture de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à dire, c'est quelque chose qui est plutôt fastidieux et long à faire. Je mets bien cette image qui avait été créée par mes homologues américains de passer d'un animal de sang froid à un animal de sang chaud. Donc voilà, évidemment, je ne vais pas vous reparler trop de résilience ce matin. C'est un thème vous avez tous, un terme que vous avez tous entendu en long, en large, en travers ces derniers mois. Mais c'est vrai qu'avoir des processus vraiment innovants et résilients, une dépendance géographique moindre et un process d'amélioration continue, c'est des petites choses, mais qu'il va falloir injecter maintenant à l'échelle de l'organisation, en commençant encore une fois, peut-être par petites touches, mais c'est une vraie culture d'entreprise d'avoir vraiment d'éviter cet écueil que lorsque l'innovation arrive, d'avoir des départements qui vont dire pourquoi, on a déjà fort à faire en ce moment, pourquoi est-ce qu'on a ce projet en plus. Voilà, donc il va y avoir un vrai besoin, j'y viens dans quelques instants, sur la manière de repenser la culture d'entreprise de manière à ce que lorsque l'innovation, elle arrive au niveau d'un collaborateur, d'un département, voire vraiment d'une large partie de l'organisation, ça se fasse dans de bonnes manières et que l'adoption se fasse rapidement. Et à ce sujet, on estime que l'an prochain, il y a 40% de ces grandes entreprises européennes qui vont repenser leur culture, leur manière de collaborer en donnant plus de pouvoir aux équipes et en mesurant différemment les succès. C'est sur ces deux derniers points que je vais insister après. Donner du pouvoir aux équipes, c'est important, j'en parlais avant, ils ont tous des priorités différentes et plus on va être directif en leur expliquant la manière de travailler, de prendre cette innovation, moins ça risque de fonctionner. Alors que si on les intègre le plus vite possible à la manière de créer cette innovation, le jour où elle arrive effectivement dans l'organisation, déjà ils ne sont pas forcément surpris, ils sont au courant, les collaborateurs en tout cas auront plus envie côté métier de prendre à bras le corps les innovations si ils y voient tout de suite un intérêt. Et l'intérêt aussi va se faire dans la mesure différente des succès. Donc là j'y viens maintenant. La manière dont l'entreprise doit essayer de se réinventer, ça va être vraiment de penser à une culture du résultat. Donc, ça va passer par des choses plutôt RH dans un premier temps, savoir une raison d'être, des valeurs, mais aussi vraiment vers quoi mon entreprise va. Hier, j'étais un fabricant de chaussures. Demain, je dois être quelqu'un qui doit faciliter le quotidien des gens qui veulent faire du sport. Je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est cette idée vraiment de se dire, OK, quand une innovation arrive dans mon organisation, dans mon entreprise, je suis plus forcément quelque part cantonné à un rôle simple de producteur ou vendeur d'un produit ou d'une offre, mais vraiment d'aller apporter quelque chose à mes clients, mes consommateurs. Et forcément, lorsque l'innovation arrivera et qu'on voit qu'elle s'insère dans cette raison d'être de l'entreprise, ça sera plus simple pour les collaborateurs de se l'approprier. Et c'est là aussi où il faudra retravailler les KPI, pas uniquement sur une partie financière, même si encore une fois les prépondérantes, c'est évident, hein, il y a un retour sur investissement qui est attendu, mais voilà, de parler d'optimisation des ressources, de résilience de l'entreprise et d'amélioration continue. Pouvoir évaluer la manière dont les collaborateurs travaillent, voilà, intègrent ces innovations dans leur quotidien de manière continue, ça va être un vrai élément différenciant pour une organisation pour pouvoir aller plus loin et plus vite demain.
Justement, plus vite demain, c'est tout l'enjeu des innovations en Digital Factory. Et on estime que en 2021, les organisations européennes qui seront software-centric, donc là, encore une fois, je l'ai pas forcément francisé et traduit, mais c'est vraiment cette logique d'entreprise qui va être en permanence dans l'innovation par petites touches, d'avoir un produit qu'elle va pouvoir améliorer au fur et à mesure. Ben forcément, ces entreprises-là seront dans une logique qui leur permettront d'aller 4 fois plus vite lorsqu'on parlera d'innovation voilà, en termes de time to market. Donc, le moment où l'innovation arrive, soit qu'elle arrive chez le manager, chez les collaborateurs, chez nos clients, chez nos partenaires, jusqu'au moment où vraiment elle est commercialisée et on commence à pouvoir estimer un retour sur investissement. Bien évidemment, plus vite on aura repensé la culture d'entreprise, plus on ira vite ensuite pour cette mise sur marché de l'innovation. Et donc pour ce faire, ce qu'on recommande du coup aux entreprises qui mettent en place des labs d'innovation, des factories, ça va de voir un petit peu où sont leurs forces, où sont encore leurs faiblesses, où est-ce que le bas blesse. Qu'est-ce que ça va être sur la partie alignement business en interne? Est-ce qu'il y a une problématique au niveau de la culture, de l'automatisation des process, des valeurs justement, de l'innovation qu'on vient porter? Est-ce que ça freine à ce niveau-là? De culture de confiance aussi, de se dire est-ce que ça ne fonctionnera pas si l'innovation, si les collaborateurs ont l'impression que ça va leur prendre une partie de leur travail demain? Enfin, il faut vraiment voilà, une vraie politique aussi d'entreprise de carrière pour s'assurer que ça fonctionne bien. Idem sur la partie écosystème, lorsqu'on va aller commercialiser ou en tout cas ouvrir quelque part son innovation, est-ce qu'il va y avoir une problématique d'exécution, de collaboration avec l'externe ou carrément d'ingénierie, vraiment de production? Donc voilà, il va falloir voir un petit peu quelles sont vos forces, vos faiblesses en termes d'organisation. Lorsque vous mettez en place une vraie culture de l'apprentissage, qui est une vraie culture continue, encore une fois, d'entreprise, qui va porter, parce que tout le monde est friand quelque part d'innovation dans son quotidien, que ce soit à petite ou à grande échelle, selon les départements, les caractères aussi, et les fonctions qu'on peut occuper. Mais c'est vrai que ça va avoir un vrai enjeu aussi en termes d'expérience collaborateur, qui, on le sait, est un sujet clé sur une période particulière comme celle que nous vivons. Et ça permettra, in fine, d'avoir un vrai passage à l'échelle réussi. C'est tout l'enjeu de cette matinée, l'automatisation. Et donc là, je vous ai épargné de l'animation PowerPoint avec les rouages qui tournent, mais l'idée est là, c'est encore une fois cette amélioration continue. Donc on va partir d'une phase de planification. Donc mon innovation, il faut qu'elle soit liée à la stratégie, d'une manière ou d'une autre. Soit, comme Aviva l'a fait, c'est assumer de dire, voilà, on a besoin d'innover. On viendra ensuite un petit peu chercher comment est-ce qu'on peut corréler ça à notre organisation. Il faut que ce soit digital first, évidemment. Ensuite, en termes de sourcing, est-ce que j'ai déjà toutes les ressources en interne au niveau de ma factory, voire au niveau de mon entreprise sur mes métiers plus classiques? Est-ce que je dois chercher de nouveaux partenaires? Est-ce que c'est déjà des gens avec qui je travaille? Comment s'assurer de la sécurité? On a vu, c'est un gros enjeu, notamment au niveau du développement applicatif. Et ensuite, on passe à une phase de développement où là, voilà, il va falloir intégrer les métiers le plus rapidement possible et avoir une solution qui soit unique à l'entreprise dans le sens où elle doit vraiment parfaitement répondre à un besoin à l'instant T et encore une fois s'intégrer dans cette raison d'être de l'entreprise de manière encore une fois lorsque l'innovation lorsqu'elle est présentée en interne il n'y a pas une sorte de rejet immédiat mais qu'on voit bien exactement où est-ce qu'elle va et encore une fois plus vite on intègre les gens à la réflexion mieux ça se passera au moment de pouvoir l'implémenter en interne et enfin là on va la distribuer donc encore une fois soit en interne soit dans l'écosystème auprès de ses fournisseurs, auprès de ses clients, auprès de ses revendeurs. Voilà, il y a forcément une manière de faire que cette innovation elle serve à quelque chose, qu'elle s'industrialise et une fois que le client, le partenaire, le fournisseur en interne, on aura vu l'intérêt de l'innovation, ben, il y a fort à parier que ces gens-là, après, ils seront force de proposition et on repartira du coup au au niveau de la planification et du coup, comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça. Et donc là, encore une fois, voilà, c'est un peu la supply chain de l'innovation. Ne perdons pas de vue les priorités pré-Covid, parce que là, je parle de beaucoup de choses qui voilà, sont accélérées, sont vraiment dans l'air encore plus du temps. Mais pré-Covid, on était déjà dans les mêmes problématiques, donc c'est juste pour se les rappeler un petit peu. Et la problématique numéro une, bah voilà, j'en parle depuis tout à l'heure et je pense qu'on va en parler longuement dans cette matinée, c'est comment j'intègre au business mon innovation et ensuite comment est-ce que je travaille au niveau de la rapidité, que ce soit pour le développement, que ce soit pour le passage à l'échelle et pour travailler sur mon ROI. Donc voilà, ces problématiques-là, elles sont encore existantes et ça permettra, in fine, d'accélérer l'objectif qui était fixé en janvier 2020, d'avoir à l'horizon 2025 la moitié des revenus qui soient liés à du numérique,
on espère en tout cas que cette période dont on dit en long, large, en travers, qu'elle a permis de tout accélérer, qu'elle aura permis d'accélérer également sur ces objectifs et qu'on ira au-delà à l'horizon 2025. Merci pour votre attention et bonne matinée à tous. Oui, merci Rémi. Est-ce que la France est plutôt une bonne élève dans cette adoption de la culture de Digital Factory? Est-ce que on est plutôt dans la moyenne européenne? Est-ce que tu as des chiffres là-dessus ou pas? Alors, je vais avoir le chiffre en tête, mais de ce qu'on peut observer au niveau, va y avoir des disparités un petit peu affichées, toujours lorsqu'on interroge les Français par rapport à nos voisins anglo-saxons ou allemands. Mais le fait est que dans l'adoption, une fois que l'innovation est mise en place, déjà, on a quand même un vrai vivier d'innovation, une vraie culture de l'innovation en France, avec beaucoup d'écoles d'ingénieurs et de facultés qui sont quand même plutôt bien placées sur ces aspects-là. Et donc, lorsqu'on passe à l'innovation d'entreprise, il y a pas de retard marqué de la part des collaborateurs français, bien au contraire par rapport à nos voisins. Ça va plus être dans la manière de communiquer, de l'exprimer. Mais voilà, j'insistais sur le fait d'intégrer au plus tôt les métiers afin qu'il n'y ait pas un rejet initial. Souvent, on est un peu en mode diesel, on accélère Un doucement, petit et peu. puis après, en vitesse de pointe, on est plus fort. Alors, n'hésitez pas à poser vos Exactement. questions, hein. Vous avez le module de chat, donc vous pouvez non seulement poser des questions à tout le monde, enfin, c'est-à-dire moi je les reçois et puis je les pose. Rémi, si tu peux rester quelques moments avec nous pour éventuellement répondre à des questions directes, parce que vous pouvez aussi poser des questions de manière directe aux intervenants et à l'audience. N'hésitez pas aussi à vous renommer, parce que c'est plus sympa de savoir à qui on parle, parce que j'ai vu des secrets. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez en effet vous renommer. Et on prendra les questions au fur et à mesure. Vous pouvez aussi vous poser des questions directement. Donc pour On va continuer à parler de sécurité, mais pas de gestion des identités, enfin peut-être aussi un peu, de security as a code, de security by design, comment placer la sécurité applicative au cœur de la transformation numérique. Et à venir nous rejoindre en plateau, nous avons Édouard Viau de Roden Schwartz Cybersecurity. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci Merci. de nous avoir rejoints donc justement sur ce sujet quand on est dans un cycle de développement continu. Le security by design est un élément maintenant qui est devenu clé. Exactement. Donc tout l'enjeu, c'est de penser la sécurité avec l'innovation pour qu'elle ne soit pas un frein ou qu'elle ne soit pas vue trop tard, mais être en mesure d'innover et de penser la sécurité en même temps. Donc je vais commencer par vous présenter les enjeux d'innovation justement et sur le périmètre applicatif et ensuite parler de la solution qu'on co-construit avec nos clients et nos prospects. Donc avant tout, on parle de beaucoup de choses, on parle de DevSecOps, on parle de déploiement dans le cloud ou autre, mais ce n'est pas le but profond de la société. Le but profond de la société, c'est d'innover le plus rapidement possible et d'avoir des retours des utilisateurs. Donc quand on dit des retours des utilisateurs, c'est on arrive avec des hypothèses sur le marché, on les teste, et à la limite, on veut échouer le plus rapidement possible, avoir un retour du marché. Il n'y a que le marché qui donne raison à la fin. Et donc tout l'enjeu, c'est d'innover le plus rapidement possible. Donc de réduire nos cycles d'innovation. Et donc comme l'innovation passe aujourd'hui beaucoup par l'application et les API, justement, on veut réduire ces cycles de release et automatiser au maximum. Ensuite, on veut créer des business models qui sont scalables. Donc, à la fois les business models, mais à la fois les architectures techniques derrière. Si aujourd'hui je teste une idée, je vais peut-être avoir que 5 clients dessus. Si j'ai 1000 clients la semaine prochaine, il faut que je sois capable de monter en charge. De monter en puissance rapidement. Hein. Exactement. Donc, dans l'architecture technique, c'est pour ça qu'on utilise souvent le cloud ou autre, mais aussi dans le business model. Il faut que le business model soit pensé pour être capable de monter à l'échelle. Et ensuite, dans une entreprise, que ça demande énormément, c'est de casser les silos finalement. Les relations interdépartements, par exemple, nous limitent dans l'innovation et on prend trop de temps finalement à créer un logiciel à cause de ces relations interdépartementales. Et donc pour nourrir c'est vraiment cette ambition d'innover plus rapidement, on en arrive à casser les silos, à faire du DevSecOps, à produire des applications qui se déploient dans le cloud, qui scalent automatiquement, ainsi de suite. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment l'automatisation pour aller plus rapidement sur le marché.
Et dans le cadre de l'automatisation, on parle beaucoup des pipelines CI/CD. Donc un pipeline CI/CD, le but c'est justement d'automatiser. Quand un développeur va faire une nouvelle version de mon logiciel, va donner un bout de code source qu'il vient d'écrire, on ne va pas attendre 2 ans avant de mettre tout en commun et d'aller valider tout ça. Mais en fait, tous les jours, on va aller revalider une nouvelle version de mon logiciel, même si elle n'est pas forcément publiée. Et les plus petits incréments on prend, le plus facilement on peut automatiser notre travail derrière. Donc la sécurité doit s'inscrire dans les mouvances finalement applicatives, doit avoir la même maturité que les applications. Aujourd'hui, les entreprises se tournent vers l'automatisation de leur chaîne, justement. Donc on doit justement s'inscrire dans ce contexte. Et donc ensuite, une fois que, on le voit sur le schéma, une fois qu'on a créé une nouvelle version de notre logiciel et qu'on est OK avec ça, on peut aussi le déployer automatiquement. Donc tout l'enjeu, c'est d'arrêter d'avoir de l'humain partout dans ce processus et d'avoir des scripts qui vont mener à ça. Donc, typiquement, c'est ce qu'on appelle pour le déploiement l'infrastructure as code. J'ai créé un script, il va faire tout ce que je ferais humainement et créer mon application. Le contexte de nos clients, on a fait une 50aine d'interviews justement avant de créer un produit pour comprendre les enjeux des clients, quelles sont leurs difficultés à casser les silos, quelles sont leurs difficultés à protéger des applications de nouvelle génération. Et on voit que nos clients utilisent de plus en plus de technologies de conteneurs, ils développent en microservices, donc des petites entités. On arrête de faire des grands monolithes, mais on fait des petites entités qui vont communiquer entre elles au travers d'API. Et donc utiliser des nouvelles technologies comme Docker pour leurs conteneurs, des orchestrateurs comme Kubernetes, Terraform, Ansible pour automatiser tout l'ensemble. Donc on voit technologiquement qu'on vient automatiser l'ensemble pour innover plus facilement. Un autre point important, c'est que tout le monde parle de DevSecOps aujourd'hui. Quand on interviewe les sociétés, il y a à peu près une définition du DevSecOps par société qu'on interviewe. Et donc toutes ces sociétés sont en transition. Il n'y a pas un modèle qui est écrit et c'est celui qu'on doit prendre pour chaque société. Il n'y a que des sociétés qui sont dans une transition avec différents niveaux de maturité. Certaines ne veulent même pas encore aujourd'hui s'organiser en équipe DevSecOps, mais par contre développer en microservices. Donc tout l'enjeu, c'est de proposer des produits qui vont finalement répondre aux différents personas de l'entreprise, où le DevSecOps peut avoir un rôle à jouer, mais aussi une équipe de cybersécurité qui resterait centrale, une équipe de production qui déploie l'ensemble des applications et des solutions de sécurité qui y sont associées. Donc, ce qu'on a créé avec nos clients et partenaires, c'est Trusted Application Factory. Donc, notre métier, c'est de faire du Web Application Firewall depuis 20 ans. On a différents facteurs de forme du Web Application Firewall, j'y reviendrai. Et Trusted Application Factory reprend cette technologie, mais sous une forme différente, justement. On a pris tous nos moteurs de sécurité, on les a mis dans un petit conteneur qui va scaler très facilement, qui est très facile à updater, et où on s'est vraiment concentré sur la réduction des faux positifs. Ce qui sont dans le monde de la sécurité, généralement, les gros problèmes des grandes entreprises. C'est de mettre à jour, c'est de scaler et c'est de gérer les faux positifs. Et ce sont les 3 freins à prendre l'innovation des sociétés de sécurité. Et ce produit a vraiment 2 dimensions. Une dimension donc fait pour les applications de nouvelle génération. Donc, ce que j'appelle une application de nouvelle génération, c'est typiquement une application qui utilise des conteneurs, qui est développée en microservices, qui va par exemple se déployer dans des clusters Kubernetes. Et la deuxième dimension, c'est penser pour les DevSecOps. Donc, où un DevSecOps va pouvoir, à la manière dont il écrit du code, écrire des politiques de sécurité ou écrire des morceaux de politiques de sécurité qu'on va lui sous-traiter, entre guillemets, en tant qu'entité centrale de sécurité dans l'entreprise. Donc vraiment, les gens font comme ils veulent. C'est-à-dire que certains des clients sont intéressés que par le pan de gauche finalement. Pour l'instant, je ne monte pas encore énormément en maturité DevSecOps, je suis juste dans un contexte DevOps. Par contre, dans ce contexte-là, je fais des applications de nouvelle génération, donc j'ai besoin d'une brique de sécurité qui a exactement la même maturité que mes nouvelles applications. Donc, ce schéma montre un petit peu justement le principe du pipeline CI/CD où un développeur va produire du code, ensuite il va le mettre en commun, il va le committer quelque part et va s'exécuter automatiquement
tout un pipeline qui va créer cette nouvelle version du logiciel, qui va exécuter des tests dessus, des tests de sécurité, mais pas que, des tests aussi fonctionnels pour s'assurer que le logiciel marche bien. Et donc ce produit va s'insérer à la fois dans l'environnement de test pour dire, OK, quel est le risque réel d'une application en faisant passer des tests de sécurité, quel est le risque résiduel avec notre solution. Et une fois qu'on connaît notre risque résiduel, on sait déjà combien de temps on a gagné à pas devoir sécuriser tout de suite des vulnérabilités qui sont déjà couvertes par des solutions de sécurité, mais ensuite être capable de s'attaquer à ce risque résiduel au travers de règles que les DevSecOps vont écrire dans le produit. Et ensuite, il vient aussi au moment du run, donc pour protéger l'application de manière proactive. Donc, comme je le disais, on peut imaginer différentes approches avec ce produit. Typiquement, si je suis organisé dans une équipe DevSecOps, je peux écrire une règle pour aller régler une vulnérabilité dans Trusted Application Factory directement sur l'application WordPress que je suis en train de développer avec cette équipe DevSecOps. Par contre, on peut imaginer qu'on a plusieurs applications WordPress dans la société et qu'une équipe de sécurité transverse peut aussi aller émettre des règles, émettre des politiques de sécurité qui vont s'appliquer sur l'ensemble du parc applicatif. Et même dans les sociétés les plus matures, les deux cas d'usage sont intéressants. Si par exemple j'ai un module dans mon WordPress qui n'est que dans cette application dans l'entreprise qui est vulnérable, je vais peut-être demander à mon équipe DevSecOps. Par contre, si j'ai 200 WordPress dans ma société et que WordPress a une vulnérabilité, je peux peut-être mieux de déployer quelque chose en centrale et de m'assurer que en centrale, toutes mes applications WordPress vont être sécurisées. Donc vraiment, on a connu plusieurs ères, à la fois dans le monde de l'application, mais aussi dans le monde de la sécurité, des Web Application Firewall. La première était l'infrastructure as code, toujours dans cette logique d'automatisation. L'infrastructure as code, l'idée c'est de dire mon application ou mon Web Application Firewall, je vais aller le créer au travers de scripts, par exemple des scripts Terraform, où ça va créer automatiquement toutes les machines dont on a besoin. Et lorsqu'il y aura un pic de trafic, ça va scaler automatiquement. Et quand ce pic de trafic sera fini, on va supprimer les machines automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait déjà depuis des années. Ensuite, on a eu l'ère du configuration as code. Donc, quand j'ai créé mon application, je veux pouvoir aller configurer sa base de données, mettre les entrées nécessaires, ainsi de suite. Donc, ça se fait par exemple au travers de scripts Ansible. Et donc, le concept qu'on présente aujourd'hui, c'est l'ère du security as code. C'est-à-dire automatiser ma sécurité au travers de fichiers de configuration ou de scripts qui sont injectés directement à un conteneur. Et ce sont des petits conteneurs qui vont se déployer à côté de chaque petite API, chaque petit microservice, chaque application, au lieu d'un monde d'avant où, entre guillemets, où on mettait des énormes firewalls en entrée de réseau, que ce soit pour les Web Application Firewall ou que ce soit pour les protections périmétriques. On n'est plus sur une grosse protection de gateway, mais une protection plus proche de l'application et qui va s'adapter vraiment au contexte de cette application. On segmente quoi en fait. Exactement, oui. Et donc on le voit dans ce schéma, on va être au plus proche de l'application et puis être en amont du réseau, avant ou après les load balancers, et on va vraiment s'intégrer dans les clusters. Typiquement ici, on a pris l'exemple d'un cluster Kubernetes, puisque c'est le mot que tout le monde aime dire et qui est vraiment le plus à la mode, mais on est complètement agnostique finalement de la technologie derrière. Et le produit de sécurité va scaler en même temps que l'application va scaler. Donc une fois de plus, ce qui est important, c'est d'avoir la solution de sécurité qui a le même niveau de maturité que l'application. Et donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, un de nos gros focus, c'est de se concentrer sur les faux positifs, en connaissant par exemple le contexte de cette application, en demandant quelques informations aux développeurs ou à l'équipe de production, en disant cette application, quel est son langage de programmation, quel est son système d'exploitation. Et avec ces éléments, ce qu'on va faire, c'est on va dire, OK, je vais adapter mes moteurs de sécurité automatiquement au contexte de l'application. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable de faire baisser le nombre de faux positifs et de ne pas aller mettre des protections qui ne sont pas utiles à l'application. Si je n'ai pas de serveur SQL, pourquoi je ferais passer énormément de moteurs de protection SQL en amont? Donc on va vraiment s'adapter au contexte au travers de 5-6 informations qu'on va venir réunir pour le conteneur.
Ensuite, on va protéger des attaques 0D. Beaucoup, dans la mouvance DevSecOps, on parle beaucoup de produits SAST, DAST, donc aller chercher des vulnérabilités en analysant le code source, aller faire des checks de vulnérabilité dans un environnement de pré-production. C'est très important, ces technologies, mais par contre, il y a aussi des attaques qui finalement ne s'attaquent pas à une vulnérabilité. Vous avez des attaques de type denial of service, par exemple, déni de service, du credential stuffing. On utilise des mots de passe sur Internet qu'on a trouvés et on essaie de les réutiliser vers les grandes entreprises du CAC 40. Ça n'exploite pas de vulnérabilité, finalement. On a besoin aussi donc, de protéger contre l'exploitation de vulnérabilité, ce qu'on fait avec des approches génériques pour bloquer les 0D. Mais il y a aussi toute une autre partie d'attaques qu'il faut prendre en compte et pas juste se concentrer sur quelle vulnérabilité mon logiciel fait. Et surtout, quand on se concentre sur les vulnérabilités de son logiciel, il faut aussi se concentrer sur les vulnérabilités de ses dépendances aussi. C'est-à-dire que quand j'écris un logiciel, j'écris peut-être 10% du code et j'inclus plein de librairies qui vont représenter 90% du code. Donc voilà, c'est tout cet ensemble qu'il faut être capable de prendre en compte dans une politique de sécurité. Et avec des approches très simples, on va se déployer proche des API et proche des applications, et avec des fichiers que les développeurs sont capables de faire et qu'ils produisent déjà, comme des fichiers OpenAPI, on va aller lire ce qu'ils attendent comme entrée et bloquer tout le reste, par exemple. Donc une approche vraiment simple pour aller protéger les applications de nouvelle génération. Et donc, le deuxième aspect, j'en ai déjà parlé, le fait qu'on soit un conteneur, qu'on soit déployé avec l'application, on va se déployer comme elle automatiquement, on va scaler comme elle. Et donc, l'enjeu de production n'est plus un souci dans la tête des clients. Donc, ce que je viens de vous présenter, c'est Trusted Application Factory. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, on a une technologie qui est au centre, qui est le Web Application Firewall, qu'on fait depuis plus de 20 ans, qui est déployé sous différentes formes en fonction des besoins et des enjeux des clients. Le premier, c'est le Web Application Firewall. Donc, vous pouvez acheter une appliance physique, vous pouvez le déployer en VM dans votre cloud privé, par exemple, dans votre data center. On est aussi déployé dans l'ensemble des marketplaces, Amazon, Azure, GCP. On a un produit qui est complètement SaaS, donc Cloud Protector. Ici, vous redirigez le trafic de votre nom de domaine vers nous, et ensuite, si la requête est OK, on la laisse passer. Et là, on héberge toute l'infrastructure nous-mêmes, on la scale nous-mêmes dans notre infrastructure, et surtout, on update nous-mêmes. L'intérêt de prendre une solution de sécurité SaaS, c'est de ne plus jamais avoir updaté quoi que ce soit, en fait. Et enfin, ce dernier produit que je viens de vous présenter, qui est Trusted Application Factory, qui lui va être au plus proche de l'application, voilà, et répondre à l'enjeu des applications de nouvelle génération avec les dernières technologies et aussi toutes les organisations qui cassent les silos et s'organisent en organisation DevSecOps. Très bien. En conclusion, en fait, on a bien vu, c'est de se rapprocher au plus proche des applications et de faire vraiment de la micro-segmentation. C'est en fait ça, qui est indépendant, enfin, qui fait partie de l'architecture, mais qui est indépendant aussi du mode DevSecOps d'accélération, ou qui peut être lié, quoi. C'est un peu là, voilà. Oui. Il faut bien les différencier. Exactement, il y a vraiment ces deux dimensions différentes. Très bien. Merci Edouard, merci à vous pour cette présentation, Merci. merci de nous avoir rejoint un plateau. Et message pour tout le monde, en fait, en effet, vous aurez le replay de l'événement, les présentations, donc votre présentation vous sera envoyée. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous ne recevez pas le lien du replay et les présentations associées.